Allô, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce webinaire dans lequel on va parler de l'approche aromatique antifongique qui pourrait tout changer face au Covid-19, contrairement à ce que tout le monde essaie de vous faire gober. On essaye de vous faire croire qu'il n'y a rien en dehors d'un vaccin ou d'une autre approche médicale qui pourrait vous aider face au Covid. Et en fait, c'est tout à fait le contraire. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous en parler là. J'espère que ce que j'ai à vous dire, vous allez comprendre de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Pour ceux pour qui, vous êtes très nombreux, et donc pour ceux pour qui c'est la première fois ici, vous avez un petit chat, panel de chat qui vous permet de me poser vos questions pendant la présentation. Et je répondrai à toutes ces questions à la fin. Vous avez tous accès à l'enregistrement ou au replay, moins les questions-réponses. Il n'y a que ceux qui sont inscrits en tant que membres privilégiés qui reçoivent la version complète avec les questions-réponses. Je le répète parce qu'il y en a plein qui me demandent. Donc, il faut être abonné aux membres privilégiés pour avoir accès à ça. D'ailleurs, les membres privilégiés, ils ont accès à tous les webinaires que j'ai donnés jusqu'à présent, inclus les questions-réponses. Et d'ailleurs, ils ont aussi accès ils sont invités à participer au coaching Common Aroma Pro. Donc, ils peuvent vraiment, vraiment avancer. Voilà, donc, bienvenue à tous. On va commencer tout de suite parce que ça va être long. Donc, vous avez tout? On est prêt? On peut y aller? Alors, l'approche aromatique antifongique qui pourrait tout changer. C'est vrai que on n'a pas fini d'entendre parler de Covid-19. On est tous assez nombreux à douter de la validité d'un éventuel vaccin ou d'autres traitements chimiques face à un virus qui mute et qui s'apparente aux multiples maladies émergentes qu'on voit apparaître et qui sont complètement incomprises. Et donc, d'un côté, on parle de protéger les voies respiratoires, et puis d'un autre, on invoque une réponse de l'inflammation. Personnellement, de mon côté, je vois surtout des symptômes de détoxification. Mais récemment, moi, je suis tombée sur plusieurs rapports scientifiques. C'est pas tous les jours que je me penche là-dessus, mais de temps en temps, ça m'arrive. Et donc, c'est des rapports qui font vraiment réfléchir. Il y en a un sur la co-infection avec les levures, il y en a un sur les effets du virus sur l'inflammation du cerveau, il y en a un sur l'inflammation du cerveau qui vient d'une invasion fongique. Et si on prend tout en compte, on se retrouve avec une équation qui fait vraiment intervenir l'inflammation, la toxicité, la faiblesse immunitaire, les levures, les voies respiratoires et le cerveau. Donc, ça mérite qu'on se penche sur le sujet et c'est pour ça que je vous ai rassemblé tout ça là. Et on va commencer avec un document que j'ai retrouvé dans tout mon bazar. J'ai énormément de documents qui datent depuis tout début que j'ai commencé à pratiquer. Et dans une des cliniques où je travaillais, on avait un petit bouquin, c'était ça, qui s'appelait... Ah bah tiens, je l'ai là, tiens. Est-ce qu'il est ce petit bouquin? Tiens, là. Overcome Viruses. C'est, voilà, pour... on dirait... faire avec les virus ou dépasser les virus. Et donc, c'était suite au SARS qu'on avait eu à Hong Kong, nous, en 2002-2003. Okay. Et je vous ai fait une photo d'une des pages de ce bouquin, parce que si on vous a dit que les huiles essentielles antivirales ne servaient à rien face au Covid, c'est quand même très, très réducteur. Parce que là, on a une arme à laquelle personne n'a pensé, les huiles essentielles multitâches. Elles sont à la fois antifongiques, anti-inflammatoires, antitoxiques, immunorégulatrices, mucolytiques.
Et moi, j'ai vécu l'épidémie du SARS à Hong Kong en 2003. Vous allez me dire, ouais, bon, le Covid, c'est aussi c'est la même famille, mais c'est bien pire, peut-être. N'empêche que on a eu quand même beaucoup de morts à Hong Kong et nous, on est resté avec des habitudes. On a été très fortement impacté par ça à l'époque. Et donc, peut-être vous savez déjà que cette épidémie qu'on a eue à l'époque était due à un coronavirus. Et la clinique holistique où je travaillais donc, nous a donné ce petit bouquin sur le sujet. C'est écrit par un garçon qui s'appelle Wu Tianzi, qui est un médecin et qui écrit à Hong Kong. Moi, je ne donne pas tout son pédigré. Voilà. Et donc, on a tous suivi les conseils de ce bouquin et personne n'a jamais rien eu. Absolument rien. Donc, pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je veux vraiment rapidement vous en parler. Donc, je vous ai photographié une des pages du livre qui contient la liste. Là, je vous ai mis la liste des huiles essentielles que lui, il utilise et conseille pour se protéger. Donc, lui, il préconise beaucoup de choses là-dedans. Homéopathie, naturopathie, médecine chinoise, évidemment. Il fait utiliser beaucoup de choses. Et donc là, il met des huiles, donc il fait une liste, bon c'est très clinique ce qu'il met, des huiles qui sont stimulantes au niveau d'immunité, comme bergamote, eucalyptus, canuka, lavande, citron, palmarosa, romarin et tea tree. Celles qui vont qui vont avoir une action fortement antivirale, comme cannelle, clou de girofle, eucalyptus, lavande, miaoulis, bois de santal, tea tree et thym. Et puis celles qui sont à la fois immunostimulantes et antivirales, comme l'eucalyptus, la lavande ou le tea tree. Il y en a énormément en fait, énormément de choses. Et donc on va en parler parce que nous, on va faire intervenir d'autres critères dans notre choix d'huile. Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai été agréablement surprise de découvrir des résultats de recherche sur les co-infections virales et fongiques. Donc, sur l'impact des levures, comme le candida par exemple, sur les voies respiratoires et le cerveau. L'impact des levures est très souvent mal connu et sous-estimé d'ailleurs. Et en cherchant un peu, moi j'ai découvert qu'il y avait une société française de mycologie médicale, présidée par quelqu'un qui s'appelle le professeur Jean-Pierre Gagneux, et bon, je me doute bien que les huiles essentielles ne font pas partie des outils qu'il utilise ou qu'il a même envisagé d'utiliser. Faut rester sérieux évidemment, mais il existe des médicaments. Et il y a des vrais produits, évidemment, qui sont formulés exprès pour combattre les levures. Des médicaments qu'on donne en général à tous ceux qui viennent chez moi après des années de prise de ces médicaments en disant qu'ils aimeraient bien trouver un truc qui marche effectivement. Donc, c'est des médicaments qui vont avoir une action très ponctuelle. C'est ce qu'on leur demande, mais qu'on ne peut pas utiliser à long terme parce qu'ils sont toxiques, entre autres sur le foie, les reins et tout. Donc, leur avantage de ces médicaments, comme tout ce qui est mis au point par l'homme, donc vraiment mesuré, c'est leur action prévisible et mesurable. Et puis, surtout parce qu'ils imposent quelque chose de très précis à l'organisme. Okay, ils ne donnent pas les moyens à l'organisme de se débarrasser du problème, ils imposent à l'organisme de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Okay, alors que les huiles essentielles, elles vont avoir une intelligence homéostatique qui va les faire s'adapter et adapter leur action et leur comportement à chaque cas. Ça, c'est pas un truc qu'on va demander à un médicament. Alors, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser un médicament quand on a la possibilité d'agir sans se faire de mal? Parce que c'est clair que les huiles essentielles, elles, ne vont pas avoir d'impact négatif sur le fonctionnement, la toxicité des reins et du foie. Quand on a donc un protocole aromatique adéquat et surtout quand on a un moyen non toxique d'agir, on peut l'utiliser à titre préventif, même sans avoir eu de confirmation nécessairement. Même si on se dit ah zut, j'aurais bien utilisé un truc là parce que peut-être que si ça se trouve j'ai ce problème, mais j'en suis pas sûre. Quand on est dans cette situation, on peut facilement utiliser des huiles essentielles, alors que aller utiliser un médicament antifongique dans cette situation, ça
ça a un mauvais côté, c'est qu'on peut s'intoxiquer absolument pour rien. Donc là, c'est déjà, on est en train de rentrer dans la grosse différence entre l'action des huiles par rapport à des médicaments antifongiques, mais ça ne va pas être tout. Il y a un rapport donc, de 99 patients hospitalisés pour coronavirus à Wuhan qui a rapporté que 5 avaient des co-infections aux champignons avec Candida albicans, Glabrata, Aspergillus. Ça a été, bon, c'était sur 99 patients hospitalisés, c'est pas sur tous. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ceux qui s'en sont tirés, ceux qui ont survécu au virus, c'est ceux qui n'avaient pas de co-infection, principalement. Dès qu'il y a des co-infections, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Dès qu'il y a des co-infections, c'est là que ça devient très, très compliqué à guérir, je dirais. Okay. Il y a des recherches qui suggèrent que la co-infection de Covid-19 et les champignons, ben, c'est courant. Et ça peut être même associé à une mortalité plus élevée que l'une ou l'autre infection seule. Et là, il y a un docteur, le docteur Yang, et donc je vous ai mis le lien là, mais je vous en donnerai plus. Ça, c'est le lien directement, je vous ai mis en rouge le lien vers son étude. Je pourrais remettre tous ces liens-là sous le replay. Il a rapporté que 5 des 52 patients, donc 10% des Covid qu'il a eu, étaient co-infectés par des moisissures. Et c'est pas tout. Il y en a un autre, c'est le docteur Chen. Lui, il en avait déjà 3 sur 99 patients. Il y en a quand même pas mal. Ces histoires de levure et co-infection, il faut en parler parce que des infections fongiques du système nerveux central sont devenues beaucoup plus courantes au cours de ces 2 dernières décennies. Et il se trouve qu'on voit de plus en plus de personnes qui, même si elles guérissent du Covid, restent avec des lésions définitives du système nerveux à cause de ces co-infections. Et donc l'infection, la co-infection aux levures, c'est une invasion du système nerveux central qui dépend largement du statut immunitaire de la personne qui le reçoit et de la virulence de la souche. Et donc, on a vu qu'il y a des infections par champignons qui provoquent une morbidité beaucoup plus grande chez des personnes immunodéprimées avec l'implication du système nerveux qui peut entraîner des conséquences fatales. Donc, c'est beaucoup plus mortel dès qu'on a ces co-infections fongiques. Et là, il faut parler des neuroinfections. Parce que la recherche est quand même déjà importante. On ne trouve pas moins de 135 articles sur la neuroinfection fongique dans les bases de données de PubMed, par exemple, Google Scholar ou Cochrane. Et donc, on trouve que les levures impliquées, ce sont différents types de levures, inclus le candida, le trichosporon, qui sont transmises par l'inhalation ou l'inoculation d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale. C'est des levures qui vont provoquer des neuroinfections. Et ces neuroinfections peuvent se présenter sous la forme de méningite, d'encéphalite, d'hydrocéphalie, d'abcès cérébraux, de syndrome d'AVC, qu'on voit de plus en plus. Et l'important, c'est d'identifier très vite qu'il y a eu co-infection. Il faut être capable d'agir très rapidement pour enrayer et pour soigner ces problèmes-là. Mais pour ça, il faut vraiment les identifier. Un médecin ne va pas se permettre d'aller donner à titre préventif, théoriquement, un antifongique médicamenteux à quelqu'un qui est déjà bourré de médicaments, qui est déjà dans un sale état au niveau immunitaire, qui est déjà en train de prendre un tas d'antibiotiques et divers trucs parce qu'il a un Covid, par exemple. Pas forcément antibiotiques, je ne sais pas avec quoi ils le traitent, mais enfin bon, ils doivent avoir pas mal de machins à leur donner. On ne peut pas donner un traitement antifongique à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais on peut donner des huiles essentielles antifongiques à quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'étiquette co-infectée. Okay. Et le truc, c'est que ces infections du système nerveux sont souvent mortelles, très mal diagnostiquées, souvent pas traitées à temps. Et c'est ça le problème, c'est qu'elles ne sont pas traitées à temps.
Okay, on n'a pas les moyens de traiter ça assez rapidement. Alors, la prophylaxie. La prophylaxie, c'est une autre façon en fait de parler de prévention. C'est la prévention avec un médicament au cas où. Et en ce moment, en fonction des données épidémiologiques obtenues, c'est ce qui est envisagé. On envisage de donner ce qu'on appelle une chimioprophylaxie antifongique. C'est juste pour diminuer la morbidité et la mortalité. Parce que, en fait, on pourrait dire que tout est dans la tête. Il y a des scientifiques qui soupçonnent que le Covid-19 provoque une insuffisance respiratoire et la mort, pas à cause de dommages infligés aux poumons, mais au cerveau. C'est ce qui explique les maux de tête, les accidents vasculaires cérébraux, les convulsions. D'ailleurs, c'est aussi en lien avec les pertes d'odorat. Alors, il y a des anomalies neurologiques liées au Covid-19. Il y a plus de 300 études du monde entier qui ont trouvé une prévalence d'anomalies neurologiques chez les patients de Covid-19. 300! Il y a quand même 300 études. 300 études qui montrent les anomalies neurologiques liées au Covid, telles que les maux de tête, la perte d'odorat, les picotements, l'incapacité de parler, la dépression, les pulsions suicidaires. Alors, vous vous en sortez du Covid, mais à la sortie, vous avez tout ça. Et apparemment, on va le voir, ça ne s'arrête pas avec la disparition du Covid. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est ce qu'a compris un médecin qui s'appelle Julie Helms, qui est une Strasbourgeoise, enfin, je sais pas, elle travaille en tout cas à Strasbourg. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Elle dirige une unité de soins intensifs du CHU de Strasbourg. Et donc, elle s'est rendue compte que les patients atteints de Covid de son unité n'avaient pas que des problèmes respiratoires. Elle a vu qu'ils étaient extrêmement agités et que beaucoup avaient des problèmes neurologiques, principalement de la confusion et du délire. Et que ça concernait même les jeunes, ok ? C'était pas qu'une histoire de oui, ils sont vieux, ils sont séniles, c'est pour ça que ça leur arrive. Non, n'importe qui pouvait être atteint. Et donc, elle a réalisé une petite étude publiée dans New England Journal of Medicine, dans lequel elle parle des symptômes neurologiques qu'elle a remarqués chez ses patients atteints de Covid-19, depuis les difficultés cognitives à la confusion, et elle dit que tous sont des signes de lésions cérébrales. Ce que justement les chercheurs de Wuhan avaient déjà remarqué chez les patients atteints de coronavirus en février. Alors, nous, évidemment, de notre côté, bien sûr, pour nous, on peut dire, ouais, on est en bonne santé, on a une super immunité. Basiquement, on n'est pas censé, si on attrape le virus, on peut avoir des tout petits symptômes, on peut avoir une grosse fatigue pendant toute la journée. Enfin, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu autour de moi. Subitement une fatigue exténuante, écrasante pour une journée. On n'a jamais rien eu d'autre, nous. Mais ça pourrait se manifester de façon différente si on n'était pas sans arrêt en train de se huiler. Nous, on est sans arrêt, on est huilé de la tête aux pieds, avec des trucs qui touchent à tout. Je veux dire, je ne vous parle pas de choses que je n'ai pas testées sur moi, de toute façon, là. Mais vous pourriez vous dire, ah bah tiens, je fais attention, je me mets des huiles antivirales. Est-ce que c'est ça la vraie prévention dans l'histoire? Okay. Julie Helms, elle a le grand mérite d'identifier ces problèmes-là, mais elle se sent complètement démunie parce qu'elle ignore. Et ce qu'elle ignore, c'est comment prévenir ces dommages-là en premier lieu, parce qu'elle n'a pas de traitement. Et il y a un autre médecin, c'est la neurologue Elissa Faury, qui elle bosse ici à Détroit. Elle a dit que nous ne savons pas encore si l'encéphalopathie est plus grave avec le Covid-19 qu'avec d'autres virus, mais je peux vous dire que nous en avons vu beaucoup. Il y en a beaucoup.
c'est pas nécessairement, on n'en parle pas, mais il y en a beaucoup. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, nous. Et c'est important qu'on agisse. Et c'est important avec les moyens qu'on a en aromathérapie. On a ce qu'il faut pour faire de la prévention à ce niveau-là, de la prévention qui ne soit pas toxique. Alors, Elisa Fauré, elle reconnaît aussi qu'il y a des manifestations rares et qu'au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, on commence à avoir non seulement des manifestations courantes, mais aussi des manifestations rares de ces encéphalopathies. Et il faut savoir faire le lien. Ok. On arrive au point qui justifie pourquoi de cette présentation. Ma question de petite aromathérapeute insignifiante comparée à ces grandes figures de la médecine, c'est est-ce que ça serait chercher trop loin que de faire le lien avec une éventuelle co-infection fongique? Ok. Moi, je trouve que oui. Par exemple, avec une levure comme le Candida albicans, ça, c'est plutôt mon rayon et c'est beaucoup moins le rayon des médecins en général. Eux, on leur apprend énormément de choses sur les virus, mais alors on leur apprend ça sur ce qui est fongique. Avec un peu de logique, c'est pas difficile. Moi qui utilise les huiles tous les jours, j'ai pas eu peur du tout de cette épidémie. Voilà, pour la petite histoire, je viens juste de rentrer de Virginie. Nous, ici, dans le New Hampshire, on est dans le vert. On fait partie de la zone des États-Unis où on est dans le vert. Okay. Le reste des États-Unis, c'est dans le rouge, avec plus ou moins, avec des dégradés de rouge plus ou moins foncés. Et là, il a fallu que je suis allée voir mon fils qui est dans la plus grosse base marine des États-Unis, à Quantico, en Virginie. Donc, on est descendu, on a fait 2 jours de voiture parce qu'on ne voulait pas prendre l'avion, on ne voulait pas prendre le train. On est descendu là-bas, on est arrivé en plein dans le rouge. Et c'est clair que mon mari, partout, on est arrivé, il m'a dit, vous touchez à rien. Et puis, il était là en train de désinfecter toutes les chambres, les toilettes, tout, à chaque fois qu'on arrivait quelque part, parce qu'évidemment, on a fait ça en plusieurs étapes. Moi, je nous ai huilés. Bon, là, je vais vous dire, on évite de rencontrer personne pendant 15 jours. On s'est mis relativement en quarantaine depuis qu'on est arrivé avant-hier. On va voir ce qui va se passer, mais on est huilé tous les jours quand même. Ok, donc, j'ai pas tremblé de peur à l'idée de descendre en Géorgie où, de toute façon, tout le monde se balade avec un masque partout, tout le monde met des gants partout, on ne rentre pas dans un supermarché sans gants et sans masque. Mais moi, j'ai vécu le SARS il y a 20 ans. Et c'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part, mais les faits sont là pour montrer qu'en fait, c'est juste logique. C'est pas l'infection en soi qui est dangereuse, c'est la co-infection. Okay. Les infections fongiques, ils l'ont dit dans toutes les études, ça augmente la morbidité. L'inflammation du cerveau, qui vient d'une infection fongique qui laisse des séquelles, ça augmente la morbidité. Okay. Donc, les huiles, là, elles vont faire la différence parce que c'est tellement simple d'utiliser des huiles qui sont antifongiques. On va en parler encore. On nous a expliqué qu'il ne fallait pas compter sur les huiles essentielles pour se protéger du virus. Ok. Mais, basiquement, si on a des huiles qui nous aident à remonter l'immunité, à faire attention qu'on ait une bonne immunité, un bon système respiratoire, un bon niveau vibrationnel, et surtout qu'on ait des huiles qui travaillent sur l'élimination des infections fongiques, que demande le peuple? Tout ce qu'on leur demande, c'est de soutenir l'immunité, agir sans risque sur d'autres infections éventuelles, fongiques et autres, sur l'inflammation et la douleur, aider à respirer, stimuler l'hypothalamus et l'hypophyse, agir sur n'importe quelle co-infection virale et bactérienne. Voilà, c'est tout. C'est ça qu'on leur demande aux huiles. Ok? Si on a ça, de quoi aurions-nous encore peur? De toute façon, les gens qui sont vraiment à risque, c'est ceux qui sont déjà très malades la plupart du temps et qui n'ont rien compris aux huiles, qui ne savent même pas qu'elles existent parce qu'ils sont bourrés de médicaments. Quelqu'un qui s'est déjà intéressé aux huiles n'est plus depuis longtemps bourré de médicaments. Okay? Donc, agir sur l'inflammation, aider à respirer, stimuler l'hypothalamus, agir sur n'importe quelle co-infection. C'est ça l'arme secrète, entre autres. Il y en a une autre. Vous pourriez vous dire que vous savez déjà tout sur les huiles, sur leur fonctionnement, comment les choisir, pourquoi, etc. Mais il y a un domaine
qui appartient tout particulièrement à l'aromathérapie holistique et qui est souvent, très très souvent ignoré du public, surtout en France où on ne parle que d'aromathérapie clinique, c'est leur fréquence vibratoire. Et là, dans ce cas-là, dans le cas de la menace virale, ça fait figure d'arme secrète. La fréquence vibratoire, je vais raconter ça un petit peu, enfin rapidement de quoi il s'agit. Chaque organe, cœur, foie, rein, cellule, vibre à une certaine fréquence. Hein. Chaque atome de notre univers est réglé sur une vibration spécifique. Hein. Et ça se mesure en hertz. Donc, un corps sain, des organes sains, vibrent à une certaine fréquence. Alors, je vous ai donné quelques chiffres. Là. Un corps sain, ça fonctionne bien à 72 MHz. Sous 60, on est vulnérable à la maladie. Au-dessus de 62, on a une bonne vitalité, un bon système immunitaire. Okay. La grippe, elle nous atteint quand on est à 58. Une infection virale, en général, elle nous atteint à 55. Hein. Un cancer, elle nous atteint à 42. Enfin, on le développe à 42. Okay. Donc ça, c'est des trucs qui ont été mesurés. Hein. Ça, c'est pas moi qui les ai inventés. Je donnerai sur le replay j'ai toute une liste comme ça de liens vers les recherches qui ont donné ces chiffres-là. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles et les fréquences bioélectriques, ça existe. En 92, on a découvert que les huiles essentielles pures ont une fréquence bioélectrique. Il y a un monsieur qui s'appelle Bruce Tenyo de Tenyo Technology à Eastern State University qui a créé un moniteur de biofréquence pour calculer cette fréquence-là. Il a trouvé la fréquence moyenne d'un corps humain qui doit être entre 62 et 68 Hertz. Et donc, il y a un autre médecin, c'est Dr. Gary Young, qui a remarqué dans sa pratique privée que lors de l'utilisation d'huile essentielle, les gens commençaient à se sentir émotionnellement rajeunis. Hein. Et en quelques secondes, leurs symptômes commençaient à s'atténuer. Et la douleur diminuait aussi de 50 à 80% en 3 minutes. Okay. Et il a trouvé que pour garder le corps en bonne santé et fonctionner correctement, il est nécessaire de maintenir cette fréquence vibrationnelle élevée. Hein. Et tout vient du mental, évidemment. Un état mental négatif peut réduire la fréquence d'une personne de 10 à 12 MHz. Hein, alors qu'une substance à haute fréquence ou un facteur d'influence tel que les pensées et les émotions, ça va également affecter nos fréquences. Hein. Moi, je me rappelle qu'en classe d'aromathérapie à l'époque, c'était un des premiers trucs qu'on nous a appris. Et Christine Sanders, qui était la créatrice de l'école que j'ai suivie à Hong Kong, était très branchée là-dessus. Et je me rappelle qu'elle nous a très vite fait toucher du doigt, à proprement parler, la différence de fréquence. On était capable de physiquement créer une différence, d'ouvrir des bâtons qu'on avait au bout des mains, de les ouvrir avec une pensée positive et de les refermer avec une pensée négative. Elle nous avait entraînés à ça. C'était ma toute première expérience de travail avec mon attention, avec mon cerveau. Elle nous expliquait déjà à l'époque qu'on a un cerveau qui est complètement sous-utilisé et qu'on pouvait, avec l'intention, faire énormément de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'enseigne maintenant à mes élèves, c'est autre chose. Mais c'est pour vous expliquer que c'est tout à fait mesurable, on peut le faire soi-même, n'importe qui peut se rendre compte de l'impact d'une pensée positive sur un niveau énergétique. Donc, il faut agir sur les fréquences. Et une substance avec une fréquence plus élevée peut augmenter une fréquence plus basse. Hein. Ça, c'est un principe, c'est le principe de l'entraînement. La tendance de deux corps qui est aussi à se verrouiller en phase, de sorte qu'ils vivent en harmonie, ils vont s'influencer. Et donc, c'est un principe pour comprendre l'effet que les huiles essentielles peuvent avoir sur notre fréquence vibrationnelle électromagnétique personnelle. Et Gary Young encore nous explique que la recherche clinique montre que les huiles essentielles ont la fréquence la plus élevée de toutes les substances naturelles connues de l'homme.
Et que donc, elle crée un environnement dans lequel les maladies, les bactéries, les virus et les champignons ne peuvent pas vivre. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas que la chimie, hein. Bien sûr qu'il n'y a pas que la chimie à prendre en considération dans l'action des huiles essentielles, loin de là. Il y a la qualité des huiles, il y a les dispositions de la personne qui les manipule, l'intention qui accompagne le geste d'administration, il y a les synergies aromatiques qui sont encore plus de moyens qui dépassent la simple analyse chimique qui va décider de l'efficacité d'une huile vis-à-vis du Covid. Okay. Donc vos émotions ont une très grande part à jouer dans cette protection antivirale. Donc chaque huile a une fréquence spécifique. Les huiles essentielles dans les gammes de fréquences plus élevées ont tendance à influencer les émotions. Donc, les huiles essentielles comme une bergamote, par exemple, une rose, un encens d'oliban, tout ça, c'est des huiles. Hein. Et puis, les fréquences beaucoup plus basses, comme, je ne sais pas moi, un patchouli, un vétiver, ça va agir beaucoup plus sur les structures physiques, y compris les cellules, les hormones, les os, les virus, les bactéries, les champignons. Okay. Donc, plus les sources, alors je vous donne beaucoup plus sur ce sujet, je vous donnerai les sources sous le replay. Donc là, je vous mets une petite sélection. Je voudrais vous rappeler qu'à chaque fois que vous diffusez une huile, que vous la respirez, que vous l'appliquez sur votre peau, vous profitez de toute façon instantanément de son action vibrationnelle. Et donc, plus vous êtes toxique, plus aussi il va être difficile pour vous de sentir cette énergie-là. Hein. C'est surtout... c'est beaucoup plus perceptible quand on est propre énergétiquement et à l'intérieur aussi. Donc, pour beaucoup, il faut d'abord passer par une phase de désintoxication. C'est pour ça qu'il faut toujours tout associer à une approche aromatique. Il faut penser à ce qu'on mange, à ce qu'on choisit de faire rentrer dans son corps pour soigner. Et donc, je reviens à ma petite sélection là. Donc, au début, je vous parlais de la sélection donc, de Wu-Tian-Tse, ici. Là, je vous ai donné la mienne, parce que j'ai été tapée dans ce qui couvrait le plus, j'ai été identifiée ce qui couvrait le plus de choses intéressantes. Le citron, tout simplement, antifongique à large spectre. Hein. La cardamome, une de mes préférées, qui va très 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 loin, aussi antifongique, antimicrobienne, antispasmodique, hépatoprotectrice, gastroprotectrice. La citronnelle, aussi efficace que la pénicilline sur l'E. coli. La sauge clarée, très antifongique, qui elle est plus efficace qu'un antibiotique sur les staphylococcus aureus résistants aux antibiotiques. La lavande aspic, qui est pareil, c'est ce que je donne en général quand on se trouve face à un staphylocoque. Elle est antibactérienne sur 25 souches de bactéries. Elle est antifongique sur l'Aspergillus niger. Il y a énormément d'huiles comme ça. Je ne peux pas vous mettre toute la liste. Mais déjà là, si vous vivez dans la trouille de vous attraper le Covid, oui, bossez avec ces huiles-là. Ok ? Alors maintenant, évidemment, si on revient sur ce que disait Wu-Tian-Tse, il nous dit, nous ne sommes pas des victimes des virus. Il dit, parfois les virus mutent et se changent en quelque chose de plus dangereux que d'ordinaire. Les épidémies peuvent arriver, mais nous avons toujours su maîtriser les plus dangereuses. C'est bien un chinois. Hein. Et là, je vous ai rajouté les paroles encourageantes de quelqu'un qui n'est pas un virologue loin, mais qui est un maître spirituel, enfin un de mes maîtres spirituels, dont j'utilise beaucoup les écrits pour m'aider dans ce que je fais. Et c'est Eckhart Tolle. Et lui, il nous dit aussi, tout n'a pas été identifié. Il nous dit, il y a une couche d'intelligence incroyable à l'œuvre qu'on ne peut pas voir, hein, et qui coordonne tout. Et il dit, même si la science médicale existe depuis longtemps, on ne comprend pas encore une fraction de la façon dont le corps fonctionne, et on continue à découvrir de nouvelles choses. Donc, ce n'est pas parce que personne n'en parle encore, ce n'est pas parce que ça ne fait pas la une des journaux que ça n'existe pas. Hein. Nos pensées ne sont pas visibles et pourtant elles existent. Ok ? Donc, c'est ce que j'aimerais que vous gardiez tout ça. Alors, pour le futur,
Eh ben, les approches entièrement naturelles de protection contre les épidémies virales et co-infections existent, mais n'auront jamais la même valeur marchande que de nouveaux vaccins, évidemment, puisqu'on ne peut pas se faire d'argent avec. Beaucoup de personnes sont déjà prêtes à se faire injecter un produit dont la régulation ne prévoit pas qu'il soit testé sur des années avant d'être inoculé sur des êtres humains. Je vous rappelle aussi que l'industrie du vaccin, elle a la part belle parce que légalement, personne ne peut les poursuivre si il se passe quoi que ce soit au niveau effet secondaire. Ils sont protégés. On leur demande beaucoup moins aussi d'études, de vérification, de tests, etc. par rapport, si on compare ce que des gens qui développent des médicaments ont à mettre au point avant de mettre sur le marché un médicament, ceux qui développent des vaccins à côté, ils n'ont rien à faire. Okay. Donc, il y en a qui ne veulent pas se donner la peine de s'occuper de leur santé. Du moment qu'ils avalent une pilule ou qu'on leur fait une injection, ils sont contents. Heureusement, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont compris que les traitements chimiques ne sont pas forcément la meilleure réponse face aux maladies émergentes et qu'on a le droit et le pouvoir de choisir, de soutenir notre immunité, ce qui va avoir l'avantage quand même de nous protéger des virus, mais surtout de tous les risques de co-infection qui peuvent l'accompagner et qui représentent les réelles menaces dont il faut se protéger. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que même s'il y a un vaccin un jour, ils vont réussir à nous le sortir. Ça va peut-être vous protéger d'une comment on dit en français, d'une des souches du virus. Il y en a plusieurs, hein. Mais ça ne va certainement pas vous protéger quand il y aura une co-infection. Alors que si vous travaillez sur la protection en général de tout ce qui peut vous arriver, pas que vis-à-vis de ce virus-là, vous êtes couvert. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Et c'est beaucoup plus important de soutenir son immunité, de s'occuper de sa toxicité, de protéger son organisme en général et au complet de tout ce qui peut vous atteindre, que d'essayer de se protéger d'un virus qui, en fait, à lui tout seul, n'est pas si dangereux que ça, c'est quand il est associé à autre chose qu'il le devient. Okay. Donc, c'est ça dont il faut se rappeler et j'espère que les conseils que je vous ai prodigués ici, enfin, l'ouverture d'œil que je vous ai donnée ici, va vous aider dans les mois et j'ai même l'impression dans les années à venir.